Je m'appelle Benjamin Courlet, je suis travailleur humanitaire depuis une dizaine d'années, principalement avec des ONG d'urgence. Alors une urgence dans le domaine de l'humanitaire, ça peut dépendre d'une ONG à l'autre selon le mandat de l'ONG. On peut caractériser une urgence par une situation de conflit, donc un conflit qui soit international ou national ou une guerre civile. Ça peut également être des situations d'épidémie. Donc là, on a par exemple beaucoup parlé de la situation avec Ebola au cours des dernières années. Actuellement, on parle du coronavirus, qui est également une situation d'urgence de portée mondiale. Et ça peut enfin être des situations de catastrophes naturelles, donc de séismes, de tsunamis ou d'inondations. Tout dépendra de son mandat, c'est-à-dire il y a des ONG qui sont spécialisées par exemple dans l'eau et l'assainissement. Dans ce cas, elles ne seront pas forcément sujettes à intervenir dans certains types de contextes. En revanche, si la situation requiert une action qui est en lien avec le mandat de l'ONG, il va déjà s'agir de regarder quelle est la portée de l'urgence. C'est-à-dire, est-ce que localement, au niveau de l'État, ou au niveau d'acteurs non étatiques dans le pays touché, est-ce qu'ils ont, oui ou non, la capacité de répondre à cette urgence? S'ils n'ont pas la capacité d'y répondre ou s'ils ont un besoin d'appui, dans ce cas, ils pourront solliciter la communauté internationale et d'autres ONG pour intervenir. Si par exemple on parle d'une crise complexe, donc une crise qui implique des besoins humanitaires, par exemple au niveau de la santé des populations, mais également au niveau de la nourriture ou au niveau de l'habitat, effectivement on peut se retrouver dans des situations, dans des contextes où énormément d'ONG souhaitent intervenir, que ce soit des ONG internationales ou des ONG dans le pays qui est touché par la catastrophe. Pour ça, il y a des mécanismes de coordination entre acteurs, donc ce qu'on appelle OCHA, le Bureau de coordination des Nations Unies, qui vise justement à coordonner les différents acteurs pour plus d'efficacité. Et dans certains contextes où OCHA n'est pas présent, finalement, c'est encore une fois l'ONG qui a le plus de capacité, mais également l'ONG qui est la mieux acceptée par les populations, qui réussira à avoir le plus d'impact le plus rapidement possible. Alors il y a énormément de problèmes parce qu'encore une fois c'est une situation d'urgence, donc par définition l'État, en tout cas le pays dans lequel on va intervenir est souvent en situation de saturation. Donc des problèmes qui peuvent être d'ordre légaux, souvent parce qu'il faut quand même être enregistré la plupart du temps dans les pays dans lesquels on intervient et donc le système administratif parfois peut retarder les opérations. Donc également des problèmes de logistique, mais également des problèmes de sécurité, notamment quand on travaille dans des zones de guerre. La sécurité est une composante très importante, et donc là, il va falloir s'assurer, avant d'intervenir, que les différentes parties prenantes acceptent de nous laisser travailler. Il y a également la sécurité des équipes qui peut être quelque chose de très important, parce qu'on peut être tout autant victime que la population locale de certains de ces risques-là. Alors il y a les deux. Je pense que l'adrénaline est très mauvaise conseillère parce que ça peut effectivement être un petit peu une drogue qui pousse toujours les gens à vouloir travailler dans des contextes les plus dangereux ou les plus difficiles. En revanche, il ne faut pas oublier que être urgentiste dans l'humanitaire, c'est un véritable métier. On n'est pas journaliste, on n'est pas reporter de guerre, on n'est pas touriste, et qu'on a un objectif qui est d'aider la population. On n'est pas là pour aller dans la zone la plus dure, simplement pour dire qu'on y était les premiers. Et sachant qu'on essaie d'être responsable, à la fois pour nous, on a non seulement envie de rester vivant, mais on a également une responsabilité par rapport à nos équipes. Et un humanitaire utile, c'est un humanitaire qui a déjà
pardon, qui est déjà vivant. La gestion des émotions et la gestion de la sécurité reste quelque chose de très important si on veut avoir encore du sens dans notre travail et pas simplement se mettre en danger de manière gratuite et insensée. Je ne vais pas essayer de dédouaner les ONG qui travaillent mal, hein, parce que, encore une fois, le paysage de la solidarité internationale est extrêmement vaste. Donc il existe des ONG sérieuses, il en existe des beaucoup moins sérieuses. Je pense qu'il y a quand même un cadre légal qui nous prémunit un peu de ce type d'ONG. Il y a encore malheureusement de manière fréquente des ONG qui sont rattrapées par la justice pour des questions de détournement de fonds ou des questions par exemple d'abus sexuels. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai eu la chance de toujours travailler pour des ONG professionnelles, sérieuses et reconnues par différents organismes. Après, bien évidemment, il y a des gens qui doutent de la pertinence même d'ONG extrêmement sérieuses. Là encore, mon rôle n'est pas forcément de les convaincre, simplement de dire que la population, les personnes pour lesquelles on intervient sont suffisamment autonomes pour accepter ou refuser le support de ces ONG. Les États également sont largement autonomes pour le faire. Donc je pense qu'il faut tout simplement leur faire confiance. Et il arrive également que dans certaines zones, des ONG soient exclues, donc soient amenées à quitter le pays parce que les autorités ou la population décident que finalement leur valeur ajoutée n'est pas suffisamment importante pour justifier de leur présence. Donc je comprends tous les débats, c'est d'ailleurs des débats qui sont permanents au sein des ONG pour toujours avoir une valeur ajoutée et pas imposer des solutions qui nous semblent être européennes. Mon conseil, ce serait de commencer, encore une fois modestement, à faire des premières expériences dans l'humanitaire, déjà en tant que volontaire avec des associations locales, puis progressivement des ONG professionnelles. Donc ça leur permettra déjà de mieux se connaître, de confirmer leur vocation ou non pour ce type de métier, qui est quand même un métier très particulier. Et ensuite, progressivement, si la passion s'entretient, ils pourront s'orienter vers des contextes d'urgence.